Nous sommes avec Jean-Thomas Rougeron, qui est le vice-président de l'USAD, qui est également porteur des trophées sur les services. Bonjour Jean-Thomas. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Peut-être vous présenter votre parcours, parce qu'en fait, vous dirigez également un SAD, et ensuite on va parler des trophées. Oui, alors je suis moi issu avant tout d'un parcours essentiellement de terrain. J'ai monté ma structure il y a un peu plus de 11 ans désormais, et l'aventure m'a permis de faire des rencontres. J'ai pu effectivement co-animer et co-construire les trophées des services à la personne en Occitanie, parce que c'est une idée originale qui vient de nos amis et confrères du SAPRA, notre homologue à Lyon. Et je suis également administrateur de la FEDESAP, donc la première fédération des services à la personne des entreprises privées. D'accord. Pourquoi avoir lancé ces trophées? Alors, comme vous le savez, notre métier, nos métiers, parce qu'on a plusieurs, manquent cruellement d'image et souffrent aujourd'hui d'une mauvaise image sociétale où on dit, effectivement, on nous dit que nous sommes des femmes de ménage, nous sommes des nounous, des mots galvaudés. On est souvent pris pour des petits boulots ou des boulots en attendant d'avoir mieux, en attendant de passer à autre chose, en attendant effectivement un vrai métier. Et c'est en ça où les trophées existent pour valoriser Valoriser. les métiers que nous faisons, qui sont les trois grandes catégories, la garde d'enfants, l'intendant de maison et bien sûr tout ce qui est assistant de vie auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Et l'idée, c'est de dire non, nous sommes des vrais métiers, nous allons mettre en avant cela par des trophées, par des concours pour valoriser et dire en avant, regardez, nous avons un savoir-faire, nous avons aussi un savoir-être au travers de professionnels qui vont nous juger, qui vont nous mettre en avant et qui vont pouvoir mettre en lumière les personnes qui sont toujours dans l'ombre. Et c'est en ça que les trophées existent pour dire, regardez, on est là, on existe. Depuis combien de temps les trophées existent? Alors, les trophées existent depuis 8 ans déjà sur Lyon. Nous, en Occitanie, c'est notre deuxième édition. Alors, la période Covid fait qu'on reporte, c'est un peu compliqué. Ça, je pense que tout le monde l'entend. Et il y a d'autres régions qui s'y mettent. La Normandie s'y est mis. Ils ont fait leur premier trophée en octobre dernier. Il y a Mayotte qui s'y met. Il y a la Bretagne qui commence cette année. Il y a le Grand Est qui est en discussion avec une équipe. Donc, c'est quelque chose qui est en train de mûrir au niveau national. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs régions qui vont faire leur propre trophée des services à la personne pour que, in fine, on puisse avoir un grand concours au niveau national et encore une fois, faire mûrir les choses, pas que en local et entre nous, mais vraiment sur une dimension la plus large possible et encore une fois, faire résonner les choses, montrer aux médias que derrière, il faut communiquer, oui, mais sur nos vrais métiers et avec des emplois en CDI, avec des formations qualifiantes, certifiantes. Il y a des personnes qui vont rester des années, voire des dizaines d'années dans notre secteur. Et l'idée, c'est de montrer ça. On n'est pas que des métiers où on va rester 1 an, 2 ans, 6 mois, payé au SMIC toute sa vie. Non, ce n'est pas ça. Les trophées récompensent qui? Les structures, les dirigeants, les auxiliaires de vie? Pas du tout. Alors, on ne récompense pas les structures, on va les nommer parce que l'intervenant travaille bien quelque part, mais c'est la structure et le dirigeant sont vraiment mis de côté. Ce sera mentionné entre parenthèses dans un petit coin de phrase, mais c'est surtout l'intervenant, c'est le professionnel qui lui D'accord. travaille, lui ou elle, hein, travaille sur le terrain, et c'est vraiment cette personne-là qu'on met en lumière, qu'on met sur le devant de la scène, qu'on récompense au travers de prix assez conséquents. Pour vous citer quelques prix que l'on fait depuis 8 ans à Lyon et même nous en Occitanie, le premier prix, c'est 1 000 € en cash, hein. Le deuxième, c'est soit des bons d'achat, soit des téléphones de marque de renom. Il y a des voyages. Voilà, il y a des cadeaux assez fastueux parce qu'on sait aussi que mettre en avant, c'est aussi offrir des cadeaux qui ont cette valeur marchande, qui aussi dit là-dessus, ouais, on sait mettre la main au porte-monnaie. Et donc en fait, on récompense les intervenantes à domicile. Uniquement et essentiellement, tout à fait. D'accord. D'accord. Comment ça fonctionne? C'est les intervenantes qui postulent dans des catégories comme d'autres trophées? Alors, ce sont les employeurs qui vont initier l'ensemble de leurs équipes. Après, bien sûr, c'est un concours ouvert, donc chacune ou chacun décide ou non d'y participer. Moi, dans mes équipes, certaines ne veulent pas parce qu'elles ont peur de se confronter, elles ont peur de l'échec. Alors, dommage parce qu'on a de très, très bons éléments, mais c'est avant tout quelque chose de personnel.
et avec 2 concours. Il y a d'abord une première épreuve écrite sur le savoir effectivement institutionnel attendu, avec des questions faites par le Greta, donc un centre de renom au niveau national. Et de ce premier test écrit, on va ressortir les meilleurs. Donc chaque structure, chaque association, chaque société va prendre les meilleurs des résultats écrits pour passer après une épreuve pratique. Et l'épreuve pratique se passe également devant des professionnels de la formation. Alors pour nous, à Toulouse et à Montpellier, c'est le Greta qui s'occupe d'organiser ces épreuves pratiques. Et de là ressort également une autre note qui permet de concourir. Et c'est l'accumulation de la note écrite et pratique. Donc, le savoir-être, mais aussi le savoir-faire, parce qu'il faut allier les deux dans nos métiers qui vont pouvoir et permettre de déterminer qu'effectivement, quels sont les attendus, les premiers, les deuxièmes, les troisièmes sur toute une région. La première phase écrite, elle est là pour valider un savoir-faire, des connaissances, savoir du métier, ou la langue française, ou l'écriture. Qu'est-ce qui est concrètement noté dans cette Pas du phase? tout, non, non. On note pas le français et ni l'écriture, ça reste un QCM. Et pour les personnes qui auraient des difficultés en français, on a donné consigne aux structures que ces personnes-là puissent être accompagnées pour que quelqu'un puisse lire les questions avec elles. Voilà, ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un métier où on accueille vraiment tout type de population avec des difficultés ou non en français, peu importe la démarcation, on récompense le savoir-faire, on récompense le savoir-être. Il n'y a pas besoin de bien savoir parler français, il n'y a pas besoin de ne pas faire faute d'orthographe en écrit. Ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on est bien disant auprès d'une personne âgée? Est-ce qu'on est bienveillant auprès d'un enfant qui a 2 ans? Est-ce qu'on peut rendre une maison effectivement agréable à vivre? C'est ça notre travail. C'est D'accord. pas savoir écrire des belles phrases. D'accord. Un ou deux exemples de questions que vous posez? Oh, il y en a une multitude, mais on va poser la question, par exemple, sur la javel. Est-ce qu'on peut mettre de la javel dans un frigo, par exemple? Oui, non. Est-ce D'accord, qu'on peut d'accord. utiliser tel produit auprès d'un enfant pour lui donner une douche? C'est plein de questions dans ce style-là. D'accord. Il y a moi, par exemple, si je suis, alors j'imagine que je sois dirigeant d'un SAD et puis que je souhaite en fait que mes auxiliaires de vie remportent les trophées. Je vais les former en fait. Je vais les former, je vais les faire réciter, leur faire passer des QCM. Il y a ce genre de choses en fait de pratique, enfin d'entraînement. Bah, alors, je ne sais pas ce qu'on fait de nos confrères. Après, effectivement, euh, pour nous, structure, bien sûr que c'est valorisant pour dire c'est notre salarié qui a gagné. Bien Même sûr. si, parce que on se met aussi nous en avant pour dire nous avons les meilleurs salariés. Je prends un exemple l'an dernier d'une structure de garde d'enfants qui a gagné le premier prix. On sait bien qu'elle a communiqué aussi sur ce fait-là. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de communiquer, bien sûr, en interne, on ne va pas s'en cacher, mais on est content avant tout parce que c'est la salariée, la nôtre qui gagne et c'est aussi ça qu'on met en avant. Donc, c'est finalement un bon retour sur investissement de dire bah, si on veut gagner, si on veut se mettre en avant, oui, il faut former nos salariés, oui, il faut les entraîner, oui, il faut leur donner des moyens d'être meilleurs sur le terrain, d'être mieux notés par le Greta. Et le Greta, comme les autres organismes de formation, n'a comment dire, un langage neutre pour dire bah oui, entre les X personnes qu'on a vues en Occitanie, c'est 3000 participants cette année. D'accord. Sur les 3000 participants, et bah, très clairement, c'est la 1, la 2, la 3 qui va gagner, voilà, parce qu'il n'y a pas débat. Ah oui. 3000, c'est quand même énorme qui participent. Euh, la remise de prix, comment se passe la remise de prix? Alors, pas en période de Covid, je pense que c'est un peu chamboulé, mais comment se passait en fait la remise de prix et comment ça va se passer dans l'avenir? Alors, la remise de prix, alors, pour notre première édition à Toulouse, et cette année, on est censé la faire à Montpellier au Quorum, donc dans la plus grande salle qui puisse exister pour nous accueillir. Et c'est vraiment une grande cérémonie, une grande fête. L'idée aussi, c'est pas juste de faire une remise de prix en disant dans un micro les gagnants ou sur une grande affiche, ceux qui ont gagné, vous venez chercher un prix. Non, non, il y a une animation. Il y a notre parrain de l'an dernier, Vincent Clerc. Cette année, alors on est en cours de signature du parrain, donc je ne peux pas encore l'annoncer, mais c'est en cours, mais ça reste une marraine même cette année, quelqu'un de connu au niveau français. Il y aura également une animation
l'an dernier, on a accueilli le groupe de gospel qui a fini en finale de La France a un incroyable talent. D'accord. Il ne se fait pas ça pour rien. Cette année, on aura un chanteur des années 80 connu en France par tout le monde. Donc, on fait quelque chose de vrai pour dire, regardez, on est une vraie activité professionnelle, on est une vraie branche professionnelle qui sait aussi organiser des choses et on n'est pas juste là sur un coin de table plastique avec trois gobelets, on mettra un peu de coca et c'est super. Non, il y aura une vraie fête, une vraie animation, une vraie soirée. Si on peut la faire, bien sûr, le Covid ne nous aide pas à pouvoir se réunir et à pouvoir être ensemble sur cette soirée vraiment exceptionnelle. On a des invités, on essaye d'avoir Madame Delga qui est je remercie d'ailleurs la région Occitanie de participer financièrement à ces trophées. Donc, on espère toujours voir Madame Delga, si elle est toujours réélue, bien sûr, ou son prochain remplaçant à ces trophées, parce qu'encore une fois, je pense que ça fait partie des figures qui font qu'on a besoin des politiques pour nous aider à dire oui, on valide le fait que ce sont des vrais métiers. On va mettre aussi en avant ça au niveau de la région, au niveau national, parce qu'on a besoin de tout ça. Si tout se déroule bien dans cette période que nous traversons, les trophées ont lieu quand et les épreuves écrites ont lieu quand? Alors, normalement, les épreuves écrites et pratiques ont eu lieu en 2020. Notre Ah d'accord, soirée d'accord, on est décalé, d'accord, c'est décalé, d'accord. initialement prévue était prévue donc le 10 novembre 2020. Covid a fait que pas possible de faire une soirée. On a reporté une première fois au 6 juin qu'on est obligé de nouveau de reporter parce qu'on ne veut pas faire de visio pour ces trophées-là. On veut le faire en direct, on veut le faire en live, on veut se voir, on veut se toucher. Le service à la personne, on veut être proche des personnes. Voilà, on veut être dans l'humain et on ne veut pas être en distanciel, malheureusement. Donc, on a reporté cette année au 6 octobre et on croise les doigts, on touche du bois pour vraiment le faire. Je pense qu'on aura des masques, mais si les gens peuvent se voir et être en réel et pouvoir s'échanger humainement, réellement, ça sera formidable. Le 6 octobre à Montpellier au Couronne. Donc là, l'objectif, c'est valoriser les auxiliaires de vie, leur métier. Et d'ailleurs, j'ai échangé avec beaucoup d'auxiliaires de vie, effectivement, c'est un vrai souci. Je n'avais pas imaginé à tel point que c'était un souci pour elles et eux, en fait. Certainement, même quand je posais la question aux auxiliaires de vie, que faudrait-il faire? Il y a une idée qui vient très souvent, c'est il faudrait changer l'image dans la société. Et pour changer l'image, donc il y a les trophées, et ils réclament un master chef sur les auxiliaires de vie. À mon avis, l'idée là, vous l'avez déjà entendu en fait. Oui, bien sûr. Il réclame à ce que, oui, qu'on revalise le métier par un équivalent à Masterchef. Euh, La valorisation, elle passe par plusieurs créneaux. Bien sûr, il y a la rémunération, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas valoriser quelqu'un, même bien payé, si le métier il est mal connoté, même bien payé, il sera mal connoté. Donc, nous, notre idée, c'est de valoriser cette image-là. Et, et d'autres secteurs d'activité l'ont très bien fait, comme effectivement le métier de bouche, vous venez exactement de le dire, avec un master chef, avec le maire pâtissier, il y en a plein de missions qui donnent une crédibilité au métier de bouche et ça crée de la vocation, ça crée de l'emploi, ça crée des envies. Il y a d'autres métiers comme l'artisanat, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient fait une publicité il y a quelques temps qui se prévalait d'être le premier employeur de France. Oui, oui, bien sûr, j'en suis. Avec des images même plus simples, juste sur des spots publicitaires. L'armée fait aussi des spots publicitaires extraordinaires pour se valoriser. On ne peut pas dire que ça plaît à tout le monde, mais ils mettent en avant des choses. Effectivement, alors, on a quelques émissions, nous aussi, comme Super Nanny, comme C'est du propre. Il y a quelques émissions. On ne peut pas dire que ça valorise vraiment dans le bon sens, parce qu'on part sur des cas très compliqués. Mais effectivement, on puis pourrait valoriser. Super Nanny, elle a quand même un caractère un peu spécial quand même Voilà, aussi. à la caractère. Puis on voit que ça serait associé comment dire, on voit qu'il y a des enfants très turbulents. C'est pas, moi, ça me donne pas envie d'y aller, même si on voit la finalité, effectivement, il y a une amélioration. Le film Super Nanny, pardon, Tati Daniel, c'est une réalité de nos métiers. Est-ce que ça, c'est valorisant? Non. Alors, à la fin, oui, c'est formidable parce que la personne âgée est devenue aimante et agréable. Et pendant 1h20, c'est la guerre. Et malheureusement, nos métiers, même si c'est cette réalité-là, c'est pas ça qu'on veut faire ressortir. On veut faire ressortir qu'on a un métier dans l'humain, proche des gens. Comme dit notre fédération, notre slogan, c'est bien grandir, bien vivre et bien vieillir à domicile. Notre travail, c'est toujours de faire comprendre que nous sommes essentiels pour que les personnes âgées ou en situation de handicap soient en sécurité à leur domicile, qu'ils vivent dignement, en sécurité. La première raison d'hospitalisation en France des personnes âgées, c'est la dénutrition
et la déshydratation. On est là pour ça, pour éviter, je pense, cette rentrée en établissement. La deuxième cause, c'est les chutes. Donc, on a un réel métier. La garde d'enfants, c'est aussi un vrai métier, parce que moi, j'ai 5 enfants. J'ai pu éviter au maximum de les mettre au clay, même si c'est très bien, c'est une bonne solution à un coût très faible. Sauf que je préférais les mettre avec une personne qui s'occupait d'eux, parce que c'était personnalisé. Il n'y avait qu'un adulte pour mes 5 enfants et pas pour 40 ou 50. Oui, il y a toute une personnalisation qui fait que, et c'est ça que nous on cherche, employeur, ça qu'on cherche nous, la société, de dire bah, on veut un professionnel formé, diplômé, aimant et qui sait apporter vraiment des vraies solutions de professionnels. Alors, tout va bien maintenant, parce qu'en fait, le gouvernement a, a lancé la revalorisation des salaires en fait, des auxiliaires de vie. Oui, alors, je, excusez-moi, mais bon, déjà, comme d'habitude, c'est une annonce. Moi, je m'appelle Jean-Thomas et comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Tant que c'est pas signé et que c'est pas réellement noté, ce n'est pas fait. Malheureusement, Madame Bourguignon, donc le ministre délégué à l'autonomie, euh, qui n'a jamais fait sa carrière dans l'autonomie d'ailleurs, c'est bien malheureux hein, parce que c'est une ancienne secrétaire médicale et elle était fonctionnaire territoriale en charge de l'aide alimentaire, donc rien à voir avec l'autonomie, malheureusement. Mais cette personne ne voit que le monde du domicile au travers d'une seule branche. Vous savez, notre activité est en 3 branches, c'est malheureux, mais historiquement c'est comme ça, et on milite pour rassembler, pour faire une seule unité. Il y a le monde du particulier employeur, il y a le monde des associations plus ou moins publiques, et après il y a les entreprises privées. Pour vous donner une idée, le particulier employeur, c'est en deuxième trimestre 2018, donc des chiffres assez récents, c'est 863 000 employés pour le particulier employeur. Pour les structures donc, associatives publiques et privées, c'est 436 000 personnes. Et sur ces 436 000 personnes, il y a la moitié en association et publique et à peu près une moitié dans le secteur privé. Ben, Mme Bourguignon n'a valorisé que cette moitié, donc 200 000 personnes, sur 1 300 000. Donc D'accord. on ne peut pas parler de valorisation financière du secteur. Non, on valorise des copains, des amis, si on prend le terme que l'on veut, je suis engagé, il n'y a pas de problème. On ne peut pas parler de valorisation de branche. Si on veut valoriser une branche, on parle au nom de tout le monde. Éventuellement, on regroupe tous les acteurs, le secteur des services à la personne, c'est 9 fédérations. Il y en a 7 de trop, à mon sens. Si on veut vraiment Oui, valoriser, c'est ouais, déjà, ça, arrêter de. oui, déjà que ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, les fédérations sont très éclatées, enfin très éclatées, et nombreuses en fait. Et on fait tous le même métier. On Mm, fait de mm. l'aide à la personne, on fait de la garde d'enfants, on fait tous le même métier avec les mêmes contraintes, avec les mêmes salariés. Parce que bien souvent, et moi je vois bien dans mon entreprise, j'ai des salariés qui sont partagés avec des associations, là très connues, avec 4 lettres, je ne la nommerai pas. Et on s'est mis d'accord pour dire tu prends le matin, moi je prends l'après-midi, on s'est mis d'accord. Et tout va bien, on peut travailler ensemble. Maintenant, effectivement, on peut unifier les forces parce qu'on a les mêmes salariés, mais on ne peut pas valoriser d'un côté et de l'autre en disant bah, débrouillez-vous, ce n'est pas mon problème. Sous prétexte parce qu'on est une entreprise. On fera une coupure parce que j'étais en train de vous écouter, je ne sais plus quoi, on fera une coupure. Oui, c'est ça en fait. Ça, c'est le métier qui rentre. Ouais. C'est l'avantage de ne pas faire du live absolu. Ah oui, non, mais alors quand vous avez en plus un problème de Freebox comme hier soir, merci Free, on a tout compris. Ouais. Oh, putain, c'était le bordel. C'était le bordel. Alors, le truc était figé. Oh là. Bref. Euh, oui, oui bon, entre nous, enfin, je couperai le passage. En plus, ça dépend des départements ou pas? Si j'ai compris. Alors, Non, le- enfin, je reposerai la question en oui. enregistré après. Alors, ça dépend des départements, oui et non, parce que si la loi est votée, les départements, ils auront l'obligation d'appliquer la loi et donc de payer plus, d'avoir une meilleure prise en charge auprès de ces assos-là. Maintenant, D'accord, effectivement, ok. on peut faire un petit parallèle sur les primes Macron, enfin sur les primes du premier confinement où certains départements n'ont pas joué le jeu et ont valorisé effectivement une certaine branche d'activité et pas l'autre, et certains départements n'ont rien donné du tout. D'accord, Donc, ok. éventuellement, voilà. Ok, donc je pose la question.
En plus, si j'ai bien compris, la revalorisation salariale, elle va dépendre des départements, parce que c'est les départements qui vont payer. Oui, alors les départements n'auront pas le choix d'appliquer la loi si, bien sûr, elle est votée, mais se pose encore le problème, c'est qu'en France, malheureusement, on ne peut pas vieillir partout de la même façon. Il y a des exemples très bien, et on l'a encore très bien vu avec le premier confinement et les primes qui ont été données aux aides à domicile. Certains départements n'ont rien donné, d'autres départements ont joué le jeu et ont donné, donc très bien, ça c'est la très grande majorité. Et d'autres départements, comme le Finistère par exemple, n'ont pas voulu donner de primes pour les entreprises de services à la personne. Ils ont donné des primes que pour les associations qui étaient tarifées, donc liées par un contrat avec le département. Et c'est en ça où on dit, mais les aides à domicile, pourquoi d'un côté elles sont valorisées, pourquoi elles ne le sont pas? Pourquoi en France, un département comme l'Hérault, qui est pourtant pas un petit département, est perdu, a un tarif APA qui est de 17,77 € quand en Haute-Garonne, alors à la limite, c'est mon département, donc moi ça me va bien, quand en Haute-Garonne, on a 21,41 € de l'heure. En France, aujourd'hui, il vaut mieux vieillir en Haute-Garonne plutôt que dans l'Hérault. Bien sûr, Pire dans la bien sûr. Creuse. Et voilà, il y a des départements comme ça. Donc, on milite aussi pour dire, mais on veut valoriser les métiers, faisons quelque chose de normé. Le tarif APA, il doit être partout pour tout le monde pareil. Le tarif PCH, donc pour les personnes en situation de handicap, doit être partout pareil en France. Et la rémunération, la valorisation doit aussi passer par ça. Mais encore une fois, la rémunération, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Tout ne peut pas passer par l'argent. Bien entendu qu'elles ne sont pas assez payées et on est assez tous d'accord. Mais je pense que payer quelqu'un très bien, mais et auquel une structure va morceler son planning, donc ça va travailler 2 heures par-ci par-là avec un Ouais, c'est mi-temps, suffisant, il fait c'est suffisant. maximum 50 heures, elle aura beau être payée 15 € de l'heure, elle sera quand même très mal payée. Certains acteurs du service à la personne, j'ai pu échanger avec des très grands qui payent au SMIC et ils n'ont pas honte de dire je paye au SMIC, mais ils font des très gros plannings, ils font quasiment que du plein temps. Et il vaut mieux avoir un plein temps au SMIC qu'un mi-temps payé 15 € de l'heure. Parce que, in fine, dans la corbeille à la fin dans la casserole à la fin du mois, bah, ce ne sera pas la même. Le fait de s'orienter vers une loi qui rehausse les salaires pour les associations, est-ce qu'il y a un risque, un peu comme le Ségur? En fait, je parlais avec une directrice d'un SPASAD qui m'a dit, mais le Ségur en fait, a augmenté les infirmières dans les hôpitaux et pas chez nous. Et donc, en fait, je suis à Paris, autour de moi, il y a 5 grands hôpitaux. Et donc, en fait, bah, j'ai perdu 5 infirmières qui sont parties traverser la rue. Alors là, elles ont traversé la rue pour le coup. Et elles ont gagné 180 € de plus par mois. Est-ce qu'il y a risque de ce phénomène-là des auxiliaires de vie qui quitteraient le privé pour aller dans les associations, dans votre secteur d'activité? Alors, c'est un risque, bien entendu, qui existe. Le premier risque, déjà, c'est de diviser la France. C'est dire, si on est à droite, on a ça, si on est à gauche, on n'a pas ça, si on est au milieu, on n'a rien. Enfin, c'est juste pas cohérent. Je vais rappeler deux choses. Le symbole de la France qui est marqué sur toutes les pièces de monnaie, qui est marqué sur toutes les écoles, sur tous les mairies, c'est fraternité, égalité. Et à la limite, on ne va même pas plus loin parce que déjà, même le mot égalité, déjà, il est pas bon. Mm. Si on prend l'article numéro 1 des droits de l'homme qui date de 1789, quand même, c'est comme pas donné, tous les hommes sont égaux entre eux. Ils sont égaux entre eux. Article 6, les lois sont égales envers les hommes. On a tout dit. On fait des choses disparates entre tel, dans le même secteur d'activité. Que on valorise les bouchers, enfin, je dis un exemple, hein, on valorise Ouais. un secteur de bouche et pas les mécanos, bon, pas le même secteur, on pourrait dire, pourquoi pas. Mais là, toutes les aides à domicile, elles sont scindées en plusieurs morceaux et on dit toi oui, toi non, toi oui, toi non. Ah, non, c'est pas possible. Donc, et pour répondre à la question, sincèrement, je ne pense pas, parce qu'on récupère beaucoup de ces salariés qui viennent de ces méga structures associatives et qui en sont déçus parce que justement, elles n'ont pas été forcément traitées de la valeur auquel elles estiment et elles retrouvent dans le secteur privé, justement, avec un management privé, avec des techniques qui viennent des grandes entreprises où on sait que la valeur humaine, c'est la valeur numéro un à valoriser, et ben, on arrive à le maintenir. Maintenant, c'est sûr que très sincèrement, si le salaire il augmentait de 200-300 € net par mois, oui, après il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir, je pense qu'on perdra des salariés. Maintenant, on n'est pas sur ces ratios-là, mais si ça devait venir, voilà. Si je provoque un peu, qu'est-ce qui empêche, vous, employeurs, d'augmenter les salaires de vos salariés? Rien, rien ne nous empêche.
Mais si on augmente nos salariés, en fait, c'est la cascade. Si on augmente nos salariés, on est obligé d'augmenter nos factures. Bien sûr. Et qui paye les factures? C'est les personnes âgées en situation de handicap. Moi, je suis sur un secteur rural où j'ai beaucoup de mes usagers qui sont au minimum vieillesse parce que anciens agriculteurs. Quand mon reste à charge est déjà de 2-3 euros de l'heure, sur une fiche de paye, une facture à 100 heures, 200 euros par mois, quand on gagne 700, je vous laisse faire le calcul. Donc, même si j'augmentais d'un euro, 2 euros par heure, il y aura un gros problème. Et j'ai même un exemple concret. J'ai pu faire l'acquisition d'une entreprise il y a maintenant 7 ans. On avait dit aux clients, à l'époque, on augmente les tarifs de 1 euro de l'heure, mais ce 1 euro de l'heure, parce que l'entreprise paye les salariés au SMIC et nous, on les paye déjà un peu mieux. Donc, l'entreprise qu'on a rachetée, on a dit aux salariés, on va vous augmenter pour être au même niveau que nos salariés historiquement. Par contre, les clients vont aussi être augmentés. La réponse de certains, alors déjà, ils sont partis, certains, et d'autres ont dit, non, mais je cite, hein, on s'en fout, nous, on ne veut pas payer cher. Autrement dit, on s'en fout qu'elles ne soient pas payées cher, les intervenantes. Nous, on veut payer au ras des pâquerettes. Oui, c'est pour ça qu'il y a aussi une inculturation qu'il faut donner, une culturation qu'il faut apporter pour dire, non, nous sommes des vrais métiers, on doit valoriser ça pour dire, regardez le savoir-être, le savoir-faire, et ça ne se paye pas au SMIC. Ça ne peut pas être là au vu des diplômes, au vu des conséquences, au vu de l'autonomie qu'on les aide à domicile. Dans une structure, un EHPAD, un hôpital, moi, c'est ce que je dis en entretien d'embauche, on travaille en équipe. Il y a un problème, on ouvre la porte, on crie dans le couloir, on se fait aider. À l'aide à domicile, elle a beau crier, personne ne viendra. Hein. Donc il faut qu'elle sache tout faire toute seule, en tout temps et en toutes circonstances. Je pense à mes amis de Haute-Ariège, quand il neige en hiver, les intervenantes, elles vont travailler. Bien sûr que la problématique, elle n'est pas la même à Paris. Alors, bien sûr, quand il y a grève des transports, c'est compliqué, mais elles vont travailler. Elles y vont parce qu'on ne peut pas faire de télétravail. On ne peut pas aller travailler ailleurs. On ne peut pas délocaliser le travail. Et c'est en ça qu'on essaie d'apprendre à nos usagers, à nos bénéficiaires que non, ce n'est pas des femmes de ménage, ce sont des auxiliaires de vie, ce sont des professionnels qui ont un savoir-faire extraordinaire. Et ce n'est pas des femmes de ménage, ou ce n'est pas que des femmes de ménage. Ça fait partie de notre travail, on ne va pas se le cacher, mais on sait faire des milliards d'autres choses. Une conclusion, peut-être sur les trophées, ou une conclusion sur ce que vous voulez d'ailleurs. Les trophées, alors pour les années à venir, on incite bien sûr tout le monde à y participer, on incite les intervenants à en parler à leurs dirigeants pour qu'eux-mêmes les inscrivent, parce que c'est la structure qui inscrit les intervenants. Plus on est nombreux, plus on pourra faire du bruit. Plus on fera du bruit, plus on sera dans la lumière. Et encore une fois, plus on va pouvoir valoriser. Donc, il faut être nombreux à le faire. Ça, c'est une expérience extraordinaire à vivre. C'est aussi se mettre un peu en difficulté auprès d'intervenants. C'est se confronter à une réalité de dire oui, je suis bien noté ou non, je fais mal les gestes et du coup, je peux demander à mon employeur regardez, j'ai mal été noté, donc formez-moi, je serai meilleur, je peux apprendre encore plus. Donc, on a ce métier-là. Et on demande aux politiques, écoutez-nous, écoutez le terrain. On a plein de choses formidables. On peut travailler tous ensemble, mais il faut juste nous laisser la porte ouverte et faire un vrai secteur du grand âge. Quand la loi grand âge arrivera, si elle arrivera un jour, on peut faire quelque chose de formidable, mais il faut qu'on travaille tous ensemble autour de la table avec des vraies idées, dans l'écoute et avec un avenir pour dire on va là dans 5, dans 10 ans. Je rappelle juste que en 2050, donc c'est comme pas loin, il y aura un tiers de la population qui aura plus de 60 ans, donc ils seront en situation potentiellement de dépendance. Donc il faut faire vite aujourd'hui pour qu'on ait des employés formés, diplômés et professionnels. Super, merci Jean-Thomas. Jean-Thomas Rougeron, je rappelle que vous êtes vice-président de l'USAD, qui est porteur du projet des trophées des services à la personne. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt, merci à vous.